Bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'impatriation fiscale, retour d'Asie. Et puis, on a une invitée, Anne de Rouillac de Fidinam. Et donc, je te propose, Anne, de peut-être commencer par présenter un peu Fidinam, euh, qui fête 60 ans quand même. Donc, puis après, je ferai un peu l'introduction et on commencera sur cette problématique d'actualité. Bonjour à tous, merci Georges pour cette rapide introduction. Donc en effet, je me présente brièvement, Anne de Roulac. Je travaille chez Fidinam. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et fiscale de plus de 60 ans d'existence, avec désormais une solide présence en Asie, puisque nous sommes basés à Hong Kong, Singapour, Ho Chi Minh et Shanghai. Nous assistons des entrepreneurs et des PME avec tous leurs besoins de back-office administratif, à savoir préparation des états financiers, audit, déclaration fiscale à la fois de l'employeur et de l'employé, visa, immigration, donc tout ce qui peut assister les entreprises dans leurs besoins pour arriver et se déployer en Asie. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique actuelle qui est celle du retour de nombreux expatriés venant de Hong Kong, Singapour ou de Chine et qui rentrent en France. Beaucoup de ces expatriés se demandent un peu quelles sont les dernières démarches à accomplir avant départ et puis qu'est-ce qui les attend en France à leur retour, notamment en termes de fiscalité, là où, Georges, tu vas pouvoir expliquer davantage ce qui attend nos candidats au retour d'expatriation. Oui, avec quand même. Alors, la thématique a toujours été présente au cours des dernières années. L'Asie, c'est une zone où on voit quand même un certain nombre de retours tous les ans. J'ai toujours été surpris de voir des familles revenir, notamment en m'indiquant que pour des raisons de pollution, ils ne souhaitaient pas que leurs enfants aient leur éducation en Asie et notamment en Chine. Donc, nous, au cabinet, on gère un certain nombre de retours tous les ans. Et c'est vrai qu'on a une accélération là, liée à la thématique du Covid, à la problématique du Covid au cours des derniers mois et surtout des 2 dernières années. Voilà, Anne, je vais pouvoir te laisser commencer et comme je suis à la aux manettes, voilà. Alors, première démarche au départ d'Asie, en fait, il y a trois grandes démarches à garder en tête. Les dernières démarches fiscales, les procédures éventuelles de demande de remboursement de cotisations sociales et des procédures qui peuvent exister en termes de visa. Donc, démarrons avec les dernières formalités fiscales. Que ce soit un départ de Hong Kong, de Singapour ou de Chine, les mécanismes sont à peu près similaires en matière de dernière démarche fiscale, à savoir l'employeur doit notifier le départ du salarié au moins un mois avant la date prévue pour le départ et il doit retenir les dernières rémunérations à percevoir par ce salarié. Pourquoi? Parce que cela permet à l'administration fiscale de se constituer une provision au cas où l'employé aurait encore des impôts à payer sur ces territoires. En parallèle, l'employé doit déposer une dernière déclaration d'impôt individuel auprès des autorités fiscales. Il doit payer le solde dû, voire se faire rembourser une différence. Ça arrive parfois, lorsque, notamment comme une juridiction à Hong Kong, on paye 75% de taxes provisionnelles d'année en année. Donc, il n'est pas rare aussi qu'il y ait un montant à percevoir avant le départ. Et alors, les autorités émettent un quitus fiscal, en anglais release letter. Et cette release letter va permettre ensuite de retourner voir son employeur pour obtenir dernier paiement de salaire. Au vu de ce quitus fiscal, l'employeur est habilité à verser les derniers montants dus à son salarié. À noter, alors en parallèle de ça, et qui concerne moins de monde, mais néanmoins, si vous êtes dans une start-up ou si vous êtes un trader et que votre employeur vous
vous a octroyé des actions gratuites ou une participation type stock options, allocation de stock options. Sachez qu'au départ de Hong Kong et de Singapour, vous pouvez opter pour un régime préférentiel d'imposition des plus-values latentes, ce qui peut permettre, une fois retour en France, de bénéficier d'une fiscalité allégée, puisque vous serez en mesure de prouver que vous avez déjà payé de l'impôt sur ces plus-values. Le régime est très complexe, donc je vous conseille vivement de vous faire assister à la fois sur la partie Hong Kong ou Singapour et sur la partie France pour cette question particulière des plus-values. On peut passer à la deuxième slide et au deuxième format Hong Kong, à Singapour ou en Chine, vous avez cotisé au régime de retraite et au régime de santé local, au régime de sécurité sociale locale. Lorsque vous partez de ces juridictions, vous pouvez en demander le remboursement. Il s'agit d'un retrait anticipé des fonds épargnés qui s'obtient sur remise du quitus fiscal délivré par les autorités fiscales. D'où l'importance de commencer vos démarches par ces dernières démarches fiscales côté employeur et côté employé. Un rapide rappel de combien parle-t-on? Donc à Hong Kong, 5% employeur, 5% employé avec un cap à 1500 Hong Kong dollars par mois, ce qui représente environ un peu moins de 150 euros. Donc, vous avez épargné 300 euros par mois. Si vous êtes resté à Hong Kong pendant des années, ça vaut le coup de récupérer ces montants. À Singapour, il est plus rare qu'en tant qu'étranger, vous cotisiez à la sécurité sociale, puisque ce régime vise uniquement les employés singapouriens et les employés étrangers qui auraient un statut de permanent resident. Dans ce cas-là, les taux sont plus élevés, mais ils sont néanmoins également capés. Donc, on parle de 17% employeurs, 20% employés, mais capés à 1200 Singapour dollars par mois. Donc là aussi, si vous avez travaillé sous un statut de permanent resident pendant de nombreuses années, vous pouvez considérer demander le retrait anticipé des fonds épargnés. Pour la Chine, alors la partie, les cotisations sociales, sachez qu'en Chine, elles varient de municipalité en municipalité et que la partie employeur, d'autant qu'ils peuvent varier selon là où vous avez travaillé en Chine. La partie employé, elle, également varie, mais j'ai remis les taux pour donner un ordre de grandeur. 8% en retraite, 2% maladie, 0,5% chômage, sans cap, donc sans maximum. Donc sur les forts salaires, ça représente un coût important. Et c'est uniquement la partie employée que, dont le salarié peut obtenir remboursement en cas de départ de Chine. Donc, premièrement, les démarches fiscales. Vous obtenez le quitus fiscal et vous souhaitez, le cas échéant, solliciter un retrait anticipé des cotisations sociales. Voilà les démarches à entreprendre, que ce soit à Hong Kong, Singapour ou Chine. Et puis, dernier volet des démarches à anticiper avant le départ, les visas. Sachant qu'à moins d'être sous un statut de permanent resident, ce qui est probable à Hong Kong et Singapour, ce qui est beaucoup moins probable en Chine, vous travaillez certainement sous un employment visa, dit employment pass à Singapour ou working visa en Chine. Et autant à Hong Kong et Singapour, il n'y a aucune démarche à faire lors de votre départ. Ce sont deux juridictions où le visa donne deux droits distincts. Le premier droit étant de travailler pour un employeur exclusif, et ce droit automatiquement se termine lors de la fin de votre contrat de travail. Et le deuxième droit est celui de résider sur le territoire de Hong Kong ou de Singapour. Et ce droit-là, lui, demeure jusqu'à l'expiration de la date initialement consentie par les autorités de l'immigration avec votre visa. En Chine, il en va différemment. Les deux droits fonctionnent de manière simultanée. Et dès lors, l'employeur doit mettre un terme au visa de travail lorsque son salarié part. Et les autorités de l'immigration émettent alors un visa spécial de 30 jours
permettant à l'employé de finaliser son départ. Mais ce qui veut dire que lorsque vous partez de Chine, votre visa va automatiquement être annulé et vous n'aurez plus non plus le droit de résider en Chine. Donc, il faut bien se coordonner avec l'employeur puisque les démarches de départ peuvent prendre un petit peu de temps. Voilà, grosso modo, pour les principales démarches à anticiper. Il y en a d'autres au cas par cas. Alors, merci Anne. Alors, je ne sais pas, moi j'avais des fois des coupures de son. Je ne sais pas si ça venait de chez moi ou de chez toi. Alors, ce que je retiens quand même, c'est qu'en Asie, il existe un quitus fiscal. Le quitus fiscal a été supprimé en France, ça fait maintenant une vingtaine d'années, parce qu'avec le décalage dans les déclarations d'impôts, c'était beaucoup trop compliqué à gérer et on considère que quelqu'un qui part doit être capable de faire sa déclaration à distance. Et il arrive souvent qu'on ait, du coup, lorsqu'on est en Europe, on peut, si on a oublié de faire sa déclaration, on voit une saisie carrément venir par l'État de résidence, par exemple l'Espagne, qui va saisir au nom du fisc français parce qu'il y aurait une taxation d'office pour l'année de départ. Et puis, on est quand même impressionné par le montant des cotisations sociales. On n'a pas l'habitude en France d'avoir un montant aussi intéressant. Alors, justement, lorsqu'on quitte l'Asie, on va arriver dans un pays un peu plus compliqué fiscalement. Et le premier élément, c'est de savoir est-ce qu'on va devenir résident fiscal français. Alors, pourquoi j'ai souhaité aborder ce point-là, qui est un point extrêmement théorique, parce qu'on est confronté, nous, à des retours de France et en ce moment à des consultations où on nous dit, voilà, je suis rentré du fait du Covid il y a 1 an et demi, 1 an, 6 mois. Je suis en France. Je travaille de France pour Hong Kong, Singapour ou la Chine. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, principalement, ces personnes-là, on les fait devenir des résidents fiscaux français. Pourquoi? Parce qu'on a une définition d'abord interne. À chaque fois qu'on doit analyser la notion de résidence fiscale en fiscalité, on doit vraiment regarder d'abord le critère interne et voir après si on n'a pas une convention qui va aller à contresens des dispositions du droit interne. Le droit interne, c'est l'article 4B du Code général des impôts qui fixe 3 critères alternatifs: le foyer d'habitation ou le lieu de séjour principal. Alors, on peut parler, mais pas uniquement, du centre des intérêts familiaux, mais c'est vraiment le foyer où on va pouvoir vivre. Ce qui veut dire que dans certains cas, nous, on est obligé de faire déménager les meubles et de faire constater par voie d'huissier qu'on ne peut pas y vivre. Après, on a la notion de séjour principal. Alors, c'est un peu une tarte à la crème parce que quel que soit le client, quelle que soit la destination d'où il vient, où il souhaite aller, tout le monde nous parle du séjour principal. Et honnêtement, sur les 3 critères, c'est quand même celui qui est le moins intéressant. Alors, pourquoi le moins intéressant? Parce que aujourd'hui, avec le développement du low-cost dans le transport aérien, on peut aller partout, faire le tour du monde. Ce n'est pas pour autant qu'on serait résident fiscaux de 10 pays. Et qu'il faut bien se rappeler que ces notions-là ont été écrites tant au niveau interne qu'au niveau conventionnel dans les années 50, 60, 70. Et on est sur un modèle, ce qu'on appelle type OCDE pour la France. Et donc, on est quand même très éloigné de la réalité. Force est de constater que notre ministre de l'économie avait déclaré juste avant le Covid, en novembre 2019, qu'il souhaitait faire la chasse aux faux non-résidents, en donnant un exemple de 50 redressements intervenus au cours de l'année 2018-2019 pour près de 40 millions d'euros, et en indiquant que pour lui, quelqu'un qui passe plus de 4 mois en France serait considéré comme résident fiscal français. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on a effectivement le séjour principal avec le fameux délai de 183 jours.
on va voir, ce n'est pas le vrai sujet. Et puis, nous, on a souvent des questions qui sont posées par des clients pour nous dire, mais je prends le vol de 23 heures, j'arrive à destination à 4 heures du matin, comment je fais pour comptabiliser? Et alors là, on leur dit, non, mais il faut juste arrêter. On a un certain nombre de pays où c'est relativement facile. Je prends les Émirats arabes unis, on a Israël, on a aussi la Chine où on arrive à avoir une comptabilisation des jours de manière très facile. Et puis à l'inverse, quand on est en Europe, c'est quasiment impossible parce que de toute façon, on a un principe de libre circulation. Mais le critère qui va nous intéresser le plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on évolue vers une résidence fiscale, c'est souvent le centre des intérêts économiques. Et alors sur la problématique des personnes qui viennent d'Asie, on se rend compte que souvent ils ont rendu leur foyer, leur habitation qu'ils prenaient en location et qu'ils ont uniquement un foyer en France. Donc le fait d'avoir uniquement un foyer en France, c'est quand même le premier élément qui tamponne. Mais il peut se trouver qu'on ait un foyer en Asie et en France, et donc on va aller sur le critère le plus important, celui du centre des intérêts économiques. Donc, déjà, on va regarder quelle est l'activité principale et d'où le contribuable va sortir ses revenus professionnels, ses investissements. On parle aussi bien en revenus qu'en patrimoine. Et là, donc, ça va nous permettre de déterminer la résidence fiscale. La résidence fiscale, c'est la pierre angulaire de la fiscalité internationale, c'est-à-dire où on va payer son impôt. Donc, dans notre cas, on part du principe que vous avez quitté l'Asie, vous êtes arrivé en France, et puis vous allez maintenant rentrer dans un process de déclaration auprès de l'administration fiscale française. Juste pour le préciser, les critères de la résidence fiscale au sens des conventions internationales signées par la France a quand même principalement signé des conventions type OCDE, sauf avec certains pays d'Afrique. Et dans ce cas-là, on est sur des conventions type UNESCO, où on a des notions beaucoup plus favorables pour les pays étrangers. Mais on retrouve les mêmes critères, hein, foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux. Les termes changent un petit peu, mais les notions jurisprudentielles se rapprochent. Séjour de façon habituelle et on rajoute la nationalité, mais honnêtement, la nationalité, on a une jurisprudence qui vient de sortir fin 2021. C'est quand même extrêmement rare de baser la résidence fiscale sur la nationalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose à faire, normalement, c'est de prévenir l'administration fiscale de son arrivée. Il se trouve que nous, lorsqu'on gère des clients, on prévient de leur arrivée une semaine, 10 jours après, pour pouvoir faire un certain nombre de formalités. À l'inverse, on est dans une situation aujourd'hui où des personnes sont principalement venues pour des durées normalement pas très longues et sont restées liées au Covid. Et donc, on se trouve dans des situations où l'administration n'a pas été prévenue. Ce n'est pas grave parce que le principe est de prévenir l'administration dans la déclaration d'impôt de l'année d'arrivée en France. Donc, si vous êtes arrivé en France en 2021, les déclarations d'impôt, on arrive bientôt sur le millésime 2021, elle sera à souscrire entre le 24 mai et le 8 juin, selon où vous habitez en France. Et donc, il faudra à ce moment-là déposer une déclaration. Alors, le problème de déposer une déclaration, c'est que c'est très compliqué parce qu'il faut avant tout avoir un numéro fiscal. Alors, pour avoir un numéro fiscal, j'espère que vous êtes dans le même bon centre des impôts parce que plus vous descendez dans le sud de la France, plus le centre des impôts met du temps à vous répondre. Marseille étant extrêmement réputé, nous, on attend des numéros fiscaux pour des clients depuis quand même quelques mois, et puis on a certains qui nous répondent en une semaine. Donc, par contre, il faut demander, faut préciser un certain nombre d'éléments. Donc, on va préciser l'état civil des membres du foyer fiscal. Vous êtes marié, on ne va pas uniquement dire « je suis monsieur », non, c'est « monsieur », « madame », date de naissance, photocopie de la carte d'identité, numéro de sécurité sociale française si vous en détenez un,
un RIB. Pourquoi? Parce qu'au moment où va vous le créer, l'administration, vous savez que maintenant on est dans la notion de prélèvement à la source, va vous intégrer le RIB. Et puis, est-ce que vous êtes marié sur le régime de la communauté ou un régime de séparation et le nombre d'enfants que vous avez? À partir du moment où vous recevrez un numéro fiscal, éventuellement, selon les centres des impôts, alors ça reste toujours une grande surprise pour moi, certains vont vous permettre d'ouvrir un compte impôt.gouv et puis d'autres vont vous dire non, il va falloir faire la première déclaration et donc on vous le verra que dans 6 mois. Et vous allez donc vous retrouver à faire une déclaration papier. Alors, les réflexes à avoir, c'est que si vous êtes devenu résident fiscal français, vous êtes devenu à partir d'une certaine date. Alors, on va imaginer que vous êtes revenu en 2021, par exemple au 1er juillet. Donc, vous allez faire une déclaration du 1er juillet au 31 décembre en qualité de résident fiscal français. Une 2042 classique. On vous demandera aussi de remplir une 2042 NR comme non-résident. C'est une déclaration qu'on doit souscrire lorsqu'on quitte la France ou lorsqu'on revient en France. Grand principe, vous allez devoir déclarer vos revenus mondiaux. Si vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposé sur vos revenus de source française, mais aussi vos revenus mondiaux. Alors, après, il va falloir regarder la convention fiscale qui lie la France et le pays où vous étiez auparavant, ou le pays où, par exemple, vous avez des investissements, des revenus fonciers, et voir comment ça fonctionne. Mais le principe de base, c'est que la France va pouvoir vous imposer sur la totalité des revenus. Élément aussi extrêmement important, vous revenez, vous avez encore des comptes bancaires en Asie, vous avez l'obligation de les déclarer. Et sous peine d'une amende de 1 500 € par année de retard et par compte. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est un sujet plutôt brûlant en France. On ne s'amuse pas avec une 3916. Et donc, vous avez X compte, vous allez souscrire X 3916. Si vous avez des contrats d'assurance vie à l'étranger, vous devrez aussi fournir l'information. Donc, vous voyez bien qu'en devenant résident fiscal français, vous devenez résident de plein droit avec toutes les obligations et le charme de la fiscalité française. Alors, je vais juste voilà, préciser un élément, c'est que lorsqu'on vient de l'étranger, très très souvent, on va tenter de bénéficier du régime de l'impatriation. L'impatriation, c'est on va aller chercher un salarié qui revient dans son pays d'origine dans le cadre de son parcours professionnel, mais aussi une entreprise, elle va chercher un collaborateur à l'étranger. Donc, on a un certain nombre d'éléments. Alors, autant vous dire que le régime de l'impatriation, nous, on le voit pour des expatriés, pour des salariés, on le voit pour des footballeurs. Il est utilisé à toutes les sauces. Et l'administration est plutôt souple, mais il faut remplir bien toutes les conditions. Alors, ça concerne différents types de revenus. Le principe de base, c'est le supplément de rémunération directement lié à l'exercice d'une activité professionnelle en France, ce qu'on appelle la prime d'impatriation. Alors ça nécessite quand même une certaine analyse pour comparer une rémunération par rapport à un salarié français, un supplément qu'on serait amené à donner. Ça peut être un peu compliqué quelquefois. La part de la rémunération se rapportant à l'activité exercée à l'étranger et donc effectuée dans l'intérêt de l'employeur, ça c'est beaucoup moins problématique. 50% des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, 50% de certains produits de propriété intellectuelle ou industrielle et 50% des gains de cession de valeurs mobilières aux droits sociaux de source étrangère. Alors, élément important de ce mécanisme, il a eu vraiment pour effet, il avait été instauré sous Nicolas Sarkozy, de forcer ou de fluidifier les retours en France. Donc, il ne faut pas hésiter
à vouloir rentrer dans ce cadre-là, vous aurez un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc, les avantages fiscaux, c'est une exonération temporaire d'impôt sur le revenu. Alors, le principe de base, comme bien souvent, c'est de ne pas avoir été résident fiscal français au cours des 5 dernières années, ce qui est classique, et que vous ayez votre résidence fiscale fixée en France. C'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on rentre dans la définition de l'article 4B du Code général des impôts. Alors, on a différents mécanismes. On a un mécanisme qui va rentrer, qui va s'appliquer au titre des années où l'impatrié a son foyer ou son lieu de séjour principal en France, et il exerce dans ce cadre-là en France une activité professionnelle. Et puis, on a une exonération qui est due jusqu'au 31 décembre de la 8e année. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails, mais il peut y avoir quelques subtilités sur l'application. Donc, c'est vrai que nous, lorsqu'on nous consulte, on va vous expliquer quelles sont les négociations à mener avec votre nouvel employeur français pour rentrer dans les clous. C'est aussi bien son intérêt que votre intérêt, et ça se passe plutôt très bien avec les employeurs lorsqu'on va sur ce mécanisme-là. Concernant l'impôt sur la fortune, parce que vous arrivez dans un pays où la fiscalité est quand même extrêmement importante, donc vous avez un impôt sur la fortune à partir du moment où votre patrimoine immobilier net est supérieur à 1 300 000 euros. 1 300 000 euros, c'est une photo de votre patrimoine au 1er janvier de l'année. Le principe pour un résident fiscal français, c'est qu'on a une application sur la totalité des biens, que ces biens se trouvent en France ou à l'étranger. Sauf qu'on a une disposition particulière pour les personnes qui reviennent en France. Et donc, le sujet, c'est que ces personnes vont bénéficier d'une exonération d'IFI pendant 5 ans sur les biens qui détenaient auparavant. Et donc, on ne va pas être amené à déclarer ces biens. C'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que sur certaines personnes qui reviennent, ils ont des valeurs immobilières qui dépassent allègrement les 1,3 million d'euros, et c'est un moyen de passer sous l'imposition. Donc, on n'aura pas d'imposition. Vous revenez de Singapour, vous avez un bien à Singapour, en Chine. Alors attention, on parle de biens qui sont situés à l'étranger. Donc, si on imagine que vous étiez résident fiscal singapourien, si vous avez acheté un bien qui était en Chine ou à Hong Kong, vous ne serez pas imposable. Il n'y a pas de conditions liées au fait qu'il faut que ce bien soit dans l'état de résidence antérieur. Donc, il suffit que ce bien soit à l'étranger hors de France. Donc, par contre, si vous aviez un patrimoine français, que vous avez l'habitude de louer, ou qu'en arrivant, vous en achetez un, le 1er janvier suivant, vous allez rentrer, si vous avez une valeur supérieure à 1,3 million dans ce mécanisme-là. Alors attention, l'impôt sur la fortune, c'est un peu plus compliqué qu'une simple addition. On a un certain nombre d'abattements, par exemple pour la résidence principale, pour les biens qui sont loués, pour des titres de société immobilière qu'on pourrait détenir. Et puis, on va pouvoir déduire au passif la totalité des dettes liées à l'acquisition immobilière. Donc, généralement, le prêt, il faut un prêt affecté, donc affecté à l'acquisition du dit bien, et puis on va pouvoir déduire la taxe foncière. Voilà, sur les éléments qu'il faut connaître, qu'il faut regarder, faut bien comprendre une chose, c'est que on quitte un pays, comme Anne l'a indiqué, on va avoir un certain nombre d'obligations et de droits. Les obligations de quitus, ce n'est pas obligatoirement des sommes à payer, c'est aussi des sommes à recevoir. On boucle sa situation, et puis lorsqu'on arrive en France, on a un certain nombre de démarches administratives à effectuer, et puis derrière,
on va pouvoir déclarer les sommes et voir si on rentre dans tel ou tel mécanisme. Alors, il y a une question intéressante parce que on nous la pose souvent, c'est la radiation du registre des Français à l'étranger auprès de l'ambassade ou du consulat. Il est vrai que nous, lorsqu'on fait partir des résidents fiscaux français à l'étranger, on exige qu'ils s'inscrivent au consulat. D'abord parce qu'ils vont avoir une carte de Français résident à l'étranger. On va les radier des listes électorales françaises pour les attacher au consulat de leur lieu d'habitation. Et puis, c'est dans la logique du départ de France. Lorsqu'on revient en France, on va effectivement aller s'inscrire en France, mais on va aussi prévenir le consulat qu'on a quitté le pays pour qu'on soit radié des listes. Néanmoins, cette radiation, pour moi, elle n'a pas d'incidence à proprement fiscale. Ce n'est pas parce que vous êtes pas radié qu'on va considérer que vous êtes encore résident fiscal de Singapour ou de Hong Kong ou de la Chine. La résidence fiscale, encore une fois, ce sont les critères que je vous ai donnés. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la présentation ? Non, c'est très clair. Peut-être en effet ouvrir aux questions s'il y en a. Je vois aussi qu'il y a une question un peu particulière au départ de Singapour, mais qui vise plutôt la résidence fiscale en France pour une période de moins de 3 mois. Il me semble que c'est un cas assez particulier, mais je ne sais pas si tu veux dire 2 mots là-dessus ou si on adresse des questions plus générales. Alors, nous, sur ces sujets-là, on ne considère pas obligatoirement que la personne ait été résidente fiscale française. Parce que en 3 mois, ça va être compliqué de démontrer que vous êtes résident fiscal français. Donc, je dirais a priori non. Après, il faut regarder ce qui a été fait et pourquoi. Parce que la résidence fiscale, ça a des incidences, notamment en matière d'exit tax. Donc, non. Mais je dirais sur le principe non. Maintenant, quelqu'un pose la question sur le régime d'impatriation. Oui. Oui, parce que dans certains mécanismes, on va avoir une prime d'impatriation. Donc, il faut effectivement le prévoir dans le contrat. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, généralement, nous, on intervient dans le cadre des négociations pour bien préciser qu'on rentre dans le cadre de l'impatriation. Anne, pas de questions, pas de remarques? Oui, ça c'était un point important. Moi, je reçois sur ce point-là, Georges, juste, je confirme, c'est important que l'audience comprenne bien que le régime d'impatriation, il faut le négocier avec son employeur lorsque l'on est employé à l'étranger. Ça doit être, voilà, c'est pas une chose qu'on négocie a posteriori une fois qu'on a atterri en France. C'est vraiment une chose à anticiper et ça fait partie des conditions pour l'obtention de l'exonération, des exonérations que ça permet. Donc oui, il faut négocier avec votre employeur depuis Hong Kong, depuis Singapour, depuis la Chine. Super, merci beaucoup, merci Anne.